cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sébastien Parent, qui est juste à côté ici, qui est professeur adjoint en droit du travail au département des relations industrielles de l'Université Laval. Il est aussi co-chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, membre régulier de l'Institut EDS et avocat membre du Barreau du Québec. Ses travaux de recherche portent notamment sur les interactions entre les droits de la personne et le droit du travail, la mobilisation des chartes afin de répondre aux défis contemporains de l'emploi, dont la crise climatique, ainsi que l'interprétation créative du droit pour améliorer la protection des travailleurs. Donc, Monsieur Parent, je vais vous inviter à commencer votre présentation. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais présenter sur le rôle du chercheur en droit en lien avec la crise climatique et les enjeux qui nous préoccupent. Lorsqu'on est embauché comme jeune professeur, il faut faire une programmation de recherche sur 5 ans. Mais je me suis rendu compte que c'était risqué d'attendre parce que peut-être qu'on ne pourra plus nécessairement trouver des solutions si ça continue de se détériorer au rythme actuel. J'avais fait un petit voyage en Alberta et on entend beaucoup parler des enjeux climatiques, mais quand on les voit vraiment de nos propres yeux, ça nous saisit beaucoup plus. Sur la photo, c'est le glacier Athabasca en Alberta et sur la route pour s'y rendre, on voit des affiches qui disent le glacier a arrêté ici en telle année, en telle année. Tout à côté du glacier, c'est un stationnement. Et sur la photo, ça dit le glacier était ici en 1942. Les scientifiques disent que d'ici 100 ans, il va disparaître. Donc, quand on va visiter l'Ouest canadien dans une centaine d'années, ça va être des pancartes qui disaient qu'il y a déjà eu des glaciers ici à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé de voir ça de mes propres yeux et ça m'a incité à changer ma programmation de recherche. J'ai décidé de m'intéresser beaucoup plus rapidement aux enjeux climatiques. J'ai effectué un premier séjour de recherche aux Pays-Bas parce que c'est vraiment les précurseurs en matière de justice climatique. C'est un pays qui a connu des précédents historiques en la matière. Donc, je vais vous présenter un peu ces avancées-là face à l'État et à l'entreprise aux Pays-Bas, puis ensuite faire une comparaison avec les enjeux qui existent au Canada, puis finalement décrire comment moi je vois mon rôle à travers tout ça. Donc, les décisions qui ont été rendues aux Pays-Bas, c'est l'affaire Urgenda dont tout le monde a entendu parler. Ça avait fait la manchette ici au Canada et au Québec. Donc, c'est une première décision historique. C'est la première fois qu'un gouvernement que la Cour suprême d'un pays ordonnait au gouvernement de hausser ses ambitions climatiques. Dans l'affaire Urgenda, la Cour suprême des Pays-Bas a ordonné au gouvernement de réduire ses émissions de GES de 25 d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990. C'est la première fois que une Cour allait jusqu'à ordonner concrètement à un gouvernement des cibles à atteindre en matière de réduction des GES. Et ça a donné lieu par la suite à l'affaire Royal Dutch Shell. Cette fois-ci, on transposait, comme on le verra, l'arrêt Urgenda, mais aux entreprises privées. Donc, dans Royal Dutch Shell, qui fait présentement l'objet d'un appel, on ordonnait à une entreprise privée de réduire ses émissions de GES de 45 d'ici la fin de 2030 par rapport au niveau de 2019. Donc, c'est vraiment des précédents intéressants à analyser parce que ce sont les premiers qui existent au monde et ça le fait ensuite des répliques dans d'autres pays. On verra qu'au Canada, ça a moins bien fonctionné et on discutera des raisons de ça. Donc, dans l'affaire Urgenda, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune cible nationale qui ordonnait ce pourcentage-là de réduction des GES. C'est vraiment le tribunal qui l'a créé de toutes pièces et qui l'a rendu contraignant pour le gouvernement néerlandais. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau et d'intéressant en tant que chercheur de comprendre les raisons qui ont amené, qui ont permis en fait d'arriver à cette solution-là. Dans l'arrêt Urgenda, le dossier fonctionnait selon deux véhicules juridiques. On invoquait la protection des droits fondamentaux et aussi l'obligation de diligence qui existait en droit civil néerlandais. Donc, ça fonctionnait sur deux voies, ce cas-là. Dans le cas des droits fondamentaux,
C'est vraiment des accords internationaux qui ont été invoqués, qui liaient l'État. La Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la vie et le droit à la vie privée. Et l'interprétation qui s'en dégageait, c'est que l'État avait une obligation de prévenir les dangers pour la vie et le bien-être de la population, ce qui incluait donc les dangers que posent les changements climatiques sur la vie des personnes humaines. On a aussi invoqué les conventions internationales qui sont de plus en plus nombreuses en matière de climat. Donc, il y a des conventions qui existent sur les changements climatiques, notamment celle des Nations unies. Ces conventions-là intiment les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir et réduire les changements climatiques. Ils ont pour objectif de stabiliser la concentration de GES dans l'atmosphère. Puis finalement, en 2015, on avait l'accord de Paris qui mentionnait expressément que les États devaient limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Donc, de ces accords-là internationaux découle une obligation des États d'agir. Ils ne peuvent pas rester passifs devant les enjeux climatiques. Ils doivent préparer des plans ambitieux pour le climat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tenu compte aussi des preuves scientifiques des experts et là-dessus, les rapports rendus par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont été admis d'emblée. Ça n'a même pas été disputé. Ce n'était pas possible de faire une preuve contraire. Devant les tribunaux, normalement, on peut contredire la preuve de l'adversaire. Ici, l'État est incapable de nier ces rapports-là, tellement ils sont accablants. Donc, ça a vraiment été admis d'emblée ces rapports-là et ça permettait d'interpréter justement les instruments juridiques internationaux qui ont été invoqués. C'est des normes qu'on appelle à texture ouverte. Ça permettait les droits et libertés d'interpréter quelles étaient les obligations réelles de l'État dans un cas comme celui-là, même si le droit interne était silencieux sur la question ou n'allait pas suffisamment loin. Donc ça, c'est ce qui a permis à la Cour suprême dans Urgenda d'arriver avec une cible créée jurisprudentiellement, donc par les tribunaux. Ce cas-là a été carrément répliqué à une entreprise. Donc, c'est vraiment dans l'affaire Royal Dutch Shell, on a vraiment repris les arguments invoqués contre l'État dans Urgenda pour les opposer à une entreprise privée. Donc, on a vraiment copié-collé l'argumentaire en faisant des adaptations nécessaires et on a invoqué aussi les mêmes sources qu'on vient de voir, donc le droit international des droits de la personne et aussi le droit international sur les changements climatiques. L'accord de Paris aussi donnait un levier ici parce que il y a la conférence des parties adopte une interprétation ou des règles en lien avec l'accord de Paris. Et ici, il y avait une décision rendue par la conférence des parties en 2016 qui disait que les acteurs non étatiques avaient aussi un rôle à jouer en la matière. Donc, on a utilisé ces rapports-là pour dire que les entreprises privées devaient jouer leur rôle et intensifier leurs efforts pour réduire les changements climatiques. On a aussi utilisé ce qu'on appelle la soft law. Ce n'est pas une source contraignante pour les États, mais ça sert d'interprétation du droit national. Ici, il y avait des principes qui avaient été établis qui reconnaissaient que l'État, que les entreprises privées, pardon, avaient aussi, comme l'État, une obligation d'assurer la protection des droits fondamentaux de la personne. Et il y a aussi des instruments plus récents comme les principes de l'OIT sur la transition juste qui pouvaient être interprétés comme étant contraignants pour les États, pour les entreprises. Ça les amène à adopter des actions réelles pour limiter les changements climatiques. Donc, encore une fois, c'est des normes indéterminées au contenu vague qui prêtent à interprétation, qui ont été mobilisées pour créer du nouveau droit, pour rendre des obligations contraignantes, autant contre le gouvernement que contre les entreprises privées. Au Canada et partout dans le monde, on a tenté de répliquer, de reproduire ces précédents-là pour faire avancer le droit. Et au Canada, jusqu'à présent, on est vraiment loin d'être un précurseur. Ça n'a pas beaucoup fonctionné, ces cas-là, et il n'y a rien qui a été invoqué non plus contre les entreprises privées. Partout dans le monde, on a vraiment multiplié les actions climatiques contre les gouvernements à la suite d'Urgenda et il y a eu des résultats favorables dans plusieurs pays. Ici au Canada, on a eu un cas qui s'y apparente, qui est l'affaire Enjeu. C'est un cas qui a été
qui a pris forme ici au Québec. C'est une association Environnement Jeunesse qui défend la protection de l'environnement et qui sert à éduquer les jeunes en matière de protection de l'environnement. Et en jeu, poursuivait le gouvernement canadien en lui reprochant son inaction face aux enjeux climatiques. C'est bien beau que le gouvernement soit parti de l'accord de Paris ou des conventions internationales, mais après, si son droit interne ne suit pas ses engagements internationaux, mais c'est clair qu'il n'arrivera pas à atteindre sa cible. C'était ça ici l'objet du litige dans l'affaire en jeu. Et ce qui était particulier, c'est qu'on avait utilisé une action collective. Donc, c'est un recours collectif. Tous les jeunes de 35 ans et moins poursuivaient le gouvernement parce qu'ils disaient que les conséquences des changements climatiques allaient avoir des impacts plus importants pour eux parce que à long terme, la planète se détériore et on ne sait pas dans quel genre de monde on va vivre d'ici 15, 20 ou 30 ans. La Cour d'appel du Québec a tranché que oui, c'est important le débat sur le réchauffement climatique. Elle ne nie pas non plus, la Cour d'appel, l'urgence de la situation, mais elle a tranché que c'était une matière qui n'était pas justiciable. Ici, Enjeu ne contestait pas de loi ou de politique gouvernementale, elle contestait son inaction. Donc, contester l'inaction du gouvernement, c'est comme le contraindre à agir, et ça, les tribunaux disent que ça reviendrait à s'ingérer dans la sphère politique et législative. Donc, ils ont refusé la Cour, contrairement aux Pays-Bas, de s'ingérer dans ces questions-là qui sont de politique nationale. Et l'autre particularité, c'est que dans un État dualiste comme le Canada, les accords internationaux n'ont pas d'effet direct. Il faut que le législateur adopte une loi pour les transposer dans notre droit national. Et il n'y avait rien qui avait été fait à ce niveau-là, donc on ne pouvait pas utiliser les accords internationaux. Il n'y avait pas de force directe dans notre droit ici au Canada et au Québec. Donc, dans l'arrêt en jeu, c'est venu sceller le sort de l'action climatique. Il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'envers le gouvernement, ces actions-là évoluent dans les prochaines années. Et la Cour suprême, qui normalement n'hésite pas à créer du nouveau droit, a refusé d'entendre l'appel en disant que la décision de la Cour d'appel était bonne et que ce n'était pas nécessaire de se pencher sur le dossier. Donc, il n'y a même pas de décision qui a été rendue sur le fond dans l'arrêt en jeu au niveau de la Cour suprême. La question qui s'est donc posée dans le cadre de mes travaux, c'est un peu une espèce de produit croisé qu'on faisait au primaire, c'est que si Urgenda n'a pas réussi à être transposé contre l'État, comment est-ce qu'on pourrait arriver à transposer Shell face aux entreprises privées du Canada et du Québec? Et moi, dans mon domaine de spécialisation, qui est le droit du travail, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir que le droit du travail puisse servir de levier pour poursuivre les employeurs polluants. J'ai écrit un article récemment qui a été publié dans une revue à l'Université de Bordeaux qui explique rapidement les raisons de ça. Le droit international a beaucoup été utilisé dans les litiges en droit du travail comme source d'interprétation des obligations. Donc, c'est une source qui est recevable en droit du travail, contrairement à ce qu'on a vu dans le litige en jeu contre le gouvernement canadien. Donc, il y a beaucoup d'accords internationaux qui ont été utilisés, notamment quand on interprétait la liberté d'association pour dégager un droit de négociation collective, dégager un droit de grève. On s'est inspiré de ces accords-là pour interpréter nos chartes canadiennes et québécoises ici en droit national. Donc, au niveau du droit international, les arguments d'enjeu ne seraient pas recevables et contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays, ici, les droits fondamentaux sont opposables directement à l'employeur privé sans qu'on ait besoin d'une loi ou d'un régime particulier. La Charte québécoise permet de poursuivre un employeur privé de la même façon qu'on pourrait poursuivre le gouvernement. Donc, ici, les employeurs privés, s'ils adoptent des politiques, des pratiques néfastes pour la santé des travailleurs ou polluantes, c'est possible de contester directement ces pratiques-là en invoquant la Charte québécoise. On a un exemple de ça dans l'affaire Société des casinos. On poursuit directement un employeur privé parce qu'il viole la liberté d'association, même si les cadres ne sont pas assujettis à une loi interne en matière de rapport collectif. Donc, il y a des parallèles qui permettraient de reproduire ces décisions-là. Donc, toutes les politiques que l'employeur prend, toutes les décisions qu'il prend dans la gestion de ses employés, si c'est des pratiques polluantes, des modes de production énergivores ou dangereux pour l'environnement, qui ont des effets nocifs pour la santé,
je pense que ce serait possible de poursuivre directement l'employeur et justement d'arriver avec des cibles, peut-être pas de réduction de GES, mais qui viendraient limiter leurs actions, qui viendraient les obliger à prendre des mesures positives pour avoir des pratiques plus vertes dans les entreprises. Donc, à la lumière de cette présentation-là, le rôle du chercheur en droit peut être d'abord de documenter, d'étudier les expérimentations auxquelles se sont livrés les acteurs. Dans ce cas-ci, on a des précédents aux Pays-Bas. Le fait de comprendre ça va permettre de voir comment, après, chez nous, on peut essayer d'arriver au même résultat. Et l'autre rôle aussi du chercheur en droit, c'est justement de construire un argumentaire qui va être recevable devant les tribunaux. Les articles qu'on écrit, c'est de la doctrine que les tribunaux vont citer, qui va permettre de faire évoluer le droit. Donc, le rôle du chercheur en droit est double ici, de comprendre ce qui s'est passé ailleurs, qui a permis de faire avancer les choses, et ensuite de voir comment dans notre droit on peut construire des argumentaires recevables devant les tribunaux pour faire évoluer les choses. C'est ce qu'on appelle du strategic litigation. Donc, on utilise le droit pour faire avancer des causes sociales. Ici, la protection de l'environnement. La question se pose pour tous les domaines du droit, donc pas seulement le droit du travail ou les droits de la personne. Donc, c'est quelque chose de rassembleur. Tous les domaines devraient être mis à contribution et toutes les disciplines scientifiques aussi. J'avais rencontré l'avocat qui avait piloté le dossier d'Urgenda lors de mon séjour aux Pays-Bas. Et vers la fin de notre rencontre, il me dit on va peut-être essayer 1000 voies différentes. S'il y en a une seule qui a marché en bout de ligne, ça aura valu la peine les 1000 essais infructueux. Donc, dans le fond, c'est d'inviter tous les domaines du droit, tous les savoirs, à voir à l'intérieur de leur discipline comment est-ce qu'on peut utiliser nos savoirs, nos connaissances pour essayer d'améliorer les choses parce que on n'a pas encore 50 ans ou 100 ans devant nous pour renverser la vapeur. Tous les rapports scientifiques sont unanimes là-dessus. Donc voilà, ça complète ma présentation.